Sadibou Ndiaye, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous faisons le round-up de l'actualité internationale de la semaine. Nous commençons avec le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique qui vient de boucler une tournée en Ouganda, au Kenya, en République démocratique du Congo et au Rwanda dans les Grands Lacs. Massad Boulos, c'est son nom, demande au M23 de déposer les armes et au Rwanda de cesser tout soutien militaire au M23. Cette prise de position américaine peut-elle faire bouger les lignes dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo? Oui, tout d'abord, cette tournée, c'est un prétexte, mais il faut être dans la logique américaine. Donc, l'administration américaine, depuis sous Biden jusqu'à Donald Trump, dans cette logique de ramener la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il y a des intérêts vraiment économiques et stratégiques qui mènent des ramifications dans ce conflit, parce qu'on sait que le Rwanda a un soutien accru de puissances étrangères comme de puissances européennes qui continuent à soutenir ce pays malgré ce qui se passe avec la situation qui prévaut actuellement. Maintenant, les États-Unis sont en train de conclure avec Tshisekedi des accords qui vont les permettre d'avoir accès de manière effrénée même dans les ressources rares de la République démocratique du Congo. Donc cette tournée est un prétexte qui va permettre à l'administration Trump de pouvoir avoir accès à ces ressources-là, mais aussi de pouvoir avoir vraiment un contrôle stratégique au niveau de cette zone, parce qu'on sait que depuis le génocide rwandais de 1994, avec l'opération Ristoro, les Américains ne voulaient plus intervenir en Afrique. Donc finalement, vu la situation qui prévaut actuellement depuis le génocide au Rwanda en 1994, les Américains ont vraiment hésité par rapport aux affaires africaines. Maintenant, avec la situation qui prévaut actuellement, l'administration Trump, depuis Biden, l'administration américaine de manière générale, est en train de voir comment il faut gérer cette situation en demandant tout simplement au M23 de quitter les lieux. Et c'est quelque chose qui est normal aussi, parce que toute l'Afrique demande au M23 vraiment de quitter ces zones de la République démocratique du Congo, donc dans ce nord Kivu-là, donc où il y a des morts d'hommes, des milliers de déplacés et la famine qui gouverne dans cette zone. Donc il est important de savoir que l'administration américaine est tout simplement dans son jeu d'intérêt stratégique, d'intérêt économique, parce que vous avez vu cette bataille géopolitique qui se déroule sur le sol africain entre Russes, Américains, Chinois, donc même actuellement les États-Unis et la Chine sont en train de mener une guerre économique qui est en train vraiment de frapper de plein fouet les deux pays, que ce soit la Chine et les États-Unis. C'est dans ce sens-là que vraiment les Américains sont en train de faire pression sur le Rwanda, mais aussi d'essayer d'avoir le main basse sur les ressources rares de la République démocratique du Congo. Donc ceci explique cela parce qu'on parle d'un accord minier actuellement en négociation et qui pourrait être signé prochainement avec la RD Congo. Oui, effectivement, parce que l'accord minier même, il y a quelques semaines de cela, Tshisekedi avait fait entendre que vraiment il aimait tout simplement que les Américains interviennent dans ce conflit-là. Maintenant, l'intervention américaine, on sait qu'elle n'est pas gratuite. Donc Tshisekedi allait laisser du lest, c'est-à-dire tout simplement laisser les Américains avoir accès aux minéraux, aux terres rares, parce qu'actuellement la Chine fournissait beaucoup de terres rares aux Américains, donc plus de 70% des terres rares chinoises étaient fournies vraiment aux États-Unis. Maintenant, avec la crise qui sévit entre les États-Unis et la Chine, c'est une opportunité pour les Américains de pouvoir se tourner vers la République démocratique du Congo, qui est riche en terres rares, mais aussi en ressources minérales, et ainsi de suite. Donc, ce sont ces ressources-là, telles que le lithium, qui permettent de faire des batteries, et d'autres qui vont permettre à l'industrie américaine, à cette grosse industrie, et cette gouffre vraiment américaine qui pratiquement dirige le monde, de continuer à battre et à faire effet. Autre conflit, c'est au Soudan, avec la guerre entre l'armée et les paramilitaires qui est entrée dans sa 3e année, avec des milliers de morts et des millions de déplacés. Pourquoi cette guerre ne mobilise pas trop la communauté internationale? Vous savez, c'est une communauté internationale sélective, parce que j'ai l'habitude de dire que quand on parle tous de communauté internationale, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que cette communauté internationale, c'est cette communauté qui est sortie vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, à savoir les 5 grands, les États-Unis, la France, l'URSS devenue la Russie, la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Donc ce sont ces 5 grands-là qui ont vraiment le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité, qui continue à dominer le monde. Maintenant, cette communauté internationale ne s'offusque pas par rapport à la situation qui se passe ni au Congo ni au Soudan. Pour le cas soudanais, vous avez vu 2 généraux, 2 ténors de l'armée soudanaise pratiquement se disputer le pouvoir, où il y a eu des milliers de morts, des milliers de déplacés, la famine, ainsi de suite. Mais jusqu'à présent, on parle de voir cette effectivité, cette vraiment réaction de la communauté internationale tant attendue. Par rapport au conflit russo-ukrainien, par rapport à même Gaza et Palestine, il y a un peu la communauté internationale qui bouge, mais dans les affaires africaines, il est assez rare de voir la communauté internationale avoir une position tranchée, une position vraiment qui peut faire effet immédiate par rapport à cette situation-là, alors que ce pays est en train de traverser une situation catastrophique, une situation très difficile. Vraiment, c'est désolant de voir ces positions tendancieuses de certains dirigeants de la communauté internationale, comme les États-Unis, ou la France, ou l'Allemagne, ou d'autres États. Mais cela engage aussi la responsabilité des États africains, parce que l'Union africaine
africaine doit à un certain moment prendre ses responsabilités par rapport à ce genre de situation, parce qu'on ne peut pas comprendre le continent africain puisse continuer à sous-traiter sa sécurité ou ses affaires vraiment internes ou ses affaires qui sont pratiquement régies par des organes de la communauté internationale tels que l'ONU ou d'autres organes. Donc il est important que cette communauté internationale travaille avec l'Union africaine et que l'Union africaine prenne ses devants par rapport à cette situation avant même l'intervention d'une puissance étrangère. Je pense que l'Union africaine doit montrer vraiment la voie à suivre et cela va permettre de mettre la pression sur les autres États qui composent cette communauté internationale-là. L'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan a repris beaucoup de localités contrôlées par les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Ces deux généraux n'ont-ils pas assez brûlé leur pays? En tout cas, le Soudan actuellement traverse une situation assez difficile. Comme vous l'avez dit, les forces de Al-Burhan sont pratiquement majoritaires parce que c'est l'armée régulière. Donc c'est différent des FSR, les forces de soutien rapide qui ont été créées en 2013, qui trouvent leur origine dans cette célèbre milice Janjaweed. Les milices Janjaweed, comme vous le savez, ils ont détruit pratiquement le Soudan. Ils ont apporté famine et guerre dans ce pays-là. Maintenant, l'armée régulière, comme vous le savez, ils sont aguerris au combat, ils sont plus préparés, ils disposent d'armes, vraiment des missiles, des roquettes venues peut-être de l'extérieur soviétique, mais d'armes modernes aussi, avec la coopération avec des pays comme la Turquie et d'autres pays vraiment européens. Mais cela permet à l'armée vraiment de reprendre des positions. Mais en tout cas, malgré toutes ces reprises de position de la part de l'armée régulière, il faut que les Soudanais puissent se retrouver autour de l'essentiel. Parce que je pense que ces situations de crise-là ne font que du mal à la population. Parce que la population soudanaise a eu à traverser depuis des années, depuis l'époque où on a testé le communisme, jusqu'à présent, ce pays a eu à vivre des situations assez difficiles. Donc à un moment donné, il faut que ces hommes puissent prendre un peu de recul et revoir la situation qui gouverne actuellement le monde. On est dans un monde où l'Afrique doit montrer vraiment son développement sur le plan économique, sur le plan stratégique et industriel. Je pense que ce sont ces notions-là qui prévaut au lieu de prendre les armes et de continuer à vraiment faire des exactions au niveau de ces zones-là. Mais en tout cas, ce qui prévaut pour moi, c'est que l'armée, le général Al-Burhan puisse vraiment discuter avec Emeti pour voir quelles sont les pistes de solutions qu'il faut utiliser pour permettre aux vraiment grands dirigeants de cette armée-là de se réunir et de fumer vraiment la paix. Je rappelle que nous sommes avec Sadibou Ndiaye qui est spécialiste des relations internationales. Nous terminons avec le secrétaire d'État américain qui fait office de ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, qui était en France. Donald Trump, qui jusque-là avait mis à l'écart les Européens, commence à se concerter avec eux pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ce changement de la part des Américains? Peut-être il y a des ramifications stratégiques qu'il faut soulever, mais il faut aussi le dire, parce que l'Europe n'est plus le centre du monde. Maintenant, toutes les questions liées à la paix et à la sécurité sont discutées soit au Qatar, soit en Asie, soit en Afrique, parce que l'Europe avait cette prétention-là de pouvoir régler les crises qui ont pu traverser vraiment le monde. Donc beaucoup de crises ont été résolues sur le continent européen. Je vous parlais des guerres mondiales jusqu'aux problèmes génocidaires, et ainsi de suite. Mais actuellement, on a vu que ce que Huntington et Fukuyama disaient, la fin de l'histoire et le choc des civilisations, je pense que l'Europe est un peu sortie de l'histoire. Parce que l'histoire nous montre que actuellement, les dirigeants du monde discutent de paix et de sécurité, mais des dirigeants européens qu'on voit actuellement, comme Emmanuel Macron, ne parlent que de guerre. Parce que lorsque vous voyez ce qui se passe en Russie, avec la situation en Ukraine, lorsque Donald Trump et Poutine cherchent à une sorte de crise, vous avez vu même la Trump avec Zelensky, vraiment, ils ne diraient pas qu'ils sont battus en direct, mais en tout cas qui ont échangé des termes un peu difficiles, en direct devant tout le monde. Cela vous montre qu'actuellement, les dirigeants américains cherchent peut-être des issues de secours pour les Ukrainiens. Mais ce qui est assez grave, c'est qu'on voit des dirigeants européens comme Emmanuel Macron nous parler de guerre, nous parler de réarmement face à la Russie, et ainsi de suite. Alors qu'on sait que le conflit qui se déroule actuellement entre la Russie et l'Ukraine, il faut remonter jusqu'en 2014 avec les accords de Minsk, parce que les Ukrainiens et les Européens n'ont pas respecté ces accords. Donc des zones comme le Donbass et les Kouloubians et d'autres zones ukrainiennes ont été pratiquement bombardées et reprises par les Russes. Donc vous dites simplement que l'Europe, certes, continue à peser de tout son poids sur la diplomatie internationale, mais n'empêche, il y a d'autres centres de décision qui sont en train de voir le jour. Je veux parler de l'Asie, le Qatar, l'Afrique aussi, avec le Maroc et l'Algérie et d'autres. Donc il y a d'autres situations qui sont en train d'émerger, donc qui montrent que certes, l'Europe a son mot à dire, mais en tout cas, l'Europe ne domine plus les relations diplomatiques internationales. Le secrétaire d'État américain montre des signes d'agacement après son séjour en France, en laissant entendre que son pays pourrait se retirer des efforts de paix s'il n'y a pas un cessez-le-feu
et un accord dans les prochains jours, un retrait américain ne serait-il pas dommageable? Le retrait américain est dommageable parce que, quoi qu'on puisse dire, la situation internationale est dominée par les États-Unis. Donc, la participation américaine dans la résolution de conflits est quelque chose qui est bien perçu sur le plan international. Donc, le fait d'entendre que le secrétaire d'État américain dire que les États-Unis pourraient se retirer, donc c'est quelque chose de dommageable. C'est un précédent même dangereux parce que cela peut conduire à une situation catastrophique parce qu'on a l'impression que l'administration Donald Trump veut bouleverser la géopolitique internationale. Et d'ailleurs, vous avez vu, comme je vous l'ai dit tantôt, ce qui se passe avec la Chine, actuellement avec l'Afrique, parce que Trump menace même de retirer beaucoup d'ambassades américaines sur le continent africain. Donc, pour vous dire simplement que, en tout cas, la participation américaine est une bonne participation, bien perçue, mais il y a une bataille stratégique, en tout cas, entre les États-Unis et l'Europe qui se déroule actuellement. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Oui. En tout cas, l'Europe dépendait beaucoup de l'OTAN, des États-Unis, et l'Europe veut vraiment s'affirmer actuellement aussi. Mais les États-Unis, en tout cas, sont en train de changer, en tout cas, la politique internationale, tout en y allant tout seul, mais aussi de manière mesurée aussi, parce que Trump, comme vous le savez, certains pensent que c'est quelqu'un de virevoltant, c'est quelqu'un qui n'est pas avec ses idées, alors que c'est tout à fait le contraire. Trump, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Il est en train de conduire son pays sur une bonne voie par rapport à la politique internationale, donc pour amener un peu plus de réconciliation entre les acteurs. Salibou Ndiaye, je vous remercie. Merci.